Est-ce que tu connais le point entre Danny Clover et Donald Clover? Non. Ils ont tous les deux joué avec Lakeith Stanfield. Ok. Alors, par contre, j'ai un truc à te proposer, c'est que on peut parler de tout le film, mais j'aimerais ne pas spoiler la fin et garder la surprise. Du coup, je te propose que, arrivé à un certain moment, d'utiliser le terme homme ou sport pour décrire une certaine espèce émergeant à l'intérieur du film. Soit le terme homme ou sport, soit le terme homme pastèque. Je sais pas ce que t'en penses. Homme pastèque, c'est trop connoté. Moi, je trouvais que c'était en lien avec notre précédent film. Ouais, c'est ce que je me. Ouais, c'est vrai. Homme pastèque. Ça, tu voulais le garder dans l'intro? 100K. Oh, oh, T'es mort? ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Je suis Damien et dans cet absurde monde du travail, je suis accompagné par mon collègue Louis. Bonjour camarade Louis. Salut. Ça va? Ouais. Super. Bah, Et toi, t'as pas super. trop de travail? Non, j'ai rien du tout là. J'ai plein de temps pour parler de film. Ah, ça tombe bien parce qu'on va parler de job. Alors aujourd'hui on va parler d'un film quasiment inconnu. Chaque fois que j'en parle, personne n'en a entendu parler alors que c'est un de mes films préférés de 2019 parce que c'est son année de sortie. C'est un film qui se nomme Sorry to Bother You de Boots Riley et je suis très content de te l'avoir montré Louis et j'attends avec impatience et excitation ton jugement. Alors Louis, qu'en as-tu pensé? J'ai détesté. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, c'est vraiment une bonne surprise. En plus, je m'attendais à une comédie, c'en est une, mais je me suis dit, ah, c'est bien, on parle de sujets lourds quand même, on va pouvoir s'attaquer à une comédie. Et je me suis dit, ah, mais c'est bien, on va pouvoir arrêter de parler d'un truc un peu politique et tout. Tu parles que nenni. Ouais, c'était pas le. Au niveau des choix des films, c'est un peu particulier ce qu'on fait en ce moment. Mais en fait, je l'ai trouvé hyper, de manière générale, ouais, assez drôle et assez pertinent sur l'époque et assez sur pas mal de trucs sur lesquels on reviendra sûrement. Alors qu'il est sorti à une époque avant Covid. Ce qui est encore plus Ouais. intéressant pour le coup, ça montre, ça fait partie de pas mal de films un peu comiques comme ça, légèrement absurdes et indés qui arrivent à percevoir un truc de notre réalité, de notre réalité, de notre monde et de parvenir à l'affiner, à en faire une critique très précise. Alors, je vais en faire le résumé pour une fois. Et ensuite, tu pourras choisir par quel point on attaque le film, Louis. Alors, le film raconte l'histoire de Cassius Green, un jeune adulte afro-américain qui finit enfin par trouver un travail en tant que télémarketeur dans un groupe commercial très important. Tout en bas de l'échelle entrepreneuriale, il loue avec sa compagne le garage de son oncle, qui a quelques problèmes de fonctionnement. Et ce dernier, son oncle, est sur le point de se faire virer et lui expulser à cause des dettes. Sur un fond de gronde sociale, Cassius doit choisir entre deux options, suivre ses nouveaux camarades en grève ou accepter sa promotion, les trahissant ainsi, mais accédant à un rang social supérieur, y compris un nouveau rang économique. Et là, je te donne la patate chaude, Louis, Bah, peut-être qu'on et à toi de peut. me dire par où tu veux Moi, partir. je partirais sur la forme, sur comment se présente le film. Je trouve, et c'est peut-être une chose que j'ai peut-être le moins aimé dans le film, c'est peut-être aussi du fait que c'est le premier et seul film du réalisateur pour l'instant. Je vais évacuer ça parce que le film, je trouve très bien d'autres aspects, c'est que je trouve, en termes de forme et de mise en scène pure, il y a des très bonnes idées, comme le fait que, par exemple, quand il appelle des gens, il se retrouve chez eux et donc ça montre vraiment le fait qu'il est invasif. Mais sinon, le Mm. film, je trouve pas très créatif dans sa réalisation. Il est, pour le dire vite, assez plan-plan, beaucoup de chants contre chants. Euh, Ce qui est pas dérangeant du tout, mais voilà, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus délirant que ça. Alors, c'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, le seul truc que je repropose, j'ai à lui reprocher, c'est un peu son montage, surtout à la fin. Et en fait, c'est assez particulier que tu trouves que au niveau de la mise en scène, il y a quelques manquements parce que Boots Riley, qui est le réalisateur, c'est en effet son premier film. Il est surtout connu pour sa carrière musicale et en fait, je trouve que son film a beaucoup des aspects de clip, justement, qui est lié à ça et que tu retrouves un peu partout. Et il n'y a pas que les moments où il fait ce côté intrusif de la pêche à personne où tu retrouves
des idées d'inspiration. J'aime bien parce que si je me trompe pas, il a deux trois références à Michel Gondry au cours de ce film. Et C'est comme tu le vrai, dis, un peu, oui. c'est assez rare. Mais c'est vrai que pour moi, le problème, surtout à la fin, c'est au niveau du montage où je trouve qu'il perd, Ouais, le qu'il se perd un climax, peu. je trouve le climax un peu qui se veut épique, je trouve qu'il fonctionne pas très bien. Ouais, Et en fait, j'ai l'impression que il a des idées, ouais, c'est ça, un peu, qui font un peu carton-pâte dans le sens positif du terme à la Gondry, mais je trouve que ça aurait pu être poussé plus loin et que en termes de caméra, mais vraiment de caméra, tu sens qu'il la met là parce que elle doit être là et parce que ça se met là de manière intuitive, mais sans grande réflexion. Mais ce qui dérange pas pour apprécier le film du tout, parce que je trouve que c'est vraiment un film de gags et de sketch oui. et qui construit vraiment une intrigue et des personnages assez intéressants aussi. T'as un gag comme ça dès le début, je me souviens plus à quel moment c'est exactement. Je crois que c'est lorsqu'il doit être embauché, ça doit être l'une des premières scènes du film, où il essaye de convaincre la personne en face de lui justement de l'embaucher. Et derrière, t'as un gag avec une photocopieuse où il y a trop de papiers qui sont en train d'être imprimés. Et les gars qui regardent ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est un gag tout con, mais qui a pas forcément l'attention parce que devant, tu as Cassius qui est tout stressé. Et derrière, t'as eux qui sont en mode. Putain, mais c'est bizarre, la photocopieuse, elle imprime beaucoup quand même. Et sinon, après, c'est en termes de ce que ça raconte, je le trouve assez pertinent. Parce que ça parle de l'aliénation aussi qu'on peut avoir sur un travail. Et c'est vrai que au-delà de le trouver drôle, le film, parce qu'il exagère et que c'est une satire, quoique au début, il exagère même pas tant que ça, hein. Parce que il va donc arriver dans cette entreprise où il devient télémarketeur. Et puis il va commencer à appeler, ça va pas marcher. Et donc il y a quelqu'un qui va lui conseiller d'utiliser une voix de blanc. Et donc c'est assez ironique là-dessus. Et je trouve que ça marche très très bien de voir à quel point donc Cassius Green va pouvoir se retrouver un peu à aimer son travail, à aimer la reconnaissance que ça lui procure, alors qu'on sent qu'il est vraiment utilisé quoi, et il arrivera jamais à être tout en haut de l'échelle. Ouais, quand on l'introduit, en fait, on se rend pas compte qu'il est spécialement. Il est un peu un opportuniste, mais tu t'en rends compte un peu tardivement, bon, assez vite dans le film. Mais tu comprends qu'à un moment, tu as une sous-intrigue, un sous-passé qui est traité, le fait qu'il a joué avec des quarterbacks, qui étaient potes avec eux et qu'au final, il s'est éloigné d'eux. Et tu comprends que c'est quelqu'un qui a normalement tendance à lâcher une fois que ça devient un peu compliqué. Un peu ce que tente de faire Miles Morales au début de Spider-Man Into the Spider-Verse, quand il se rend compte qu'il est plus vraiment à la hauteur. Cassius, tu sens que ça fait un moment qu'il cherchait un travail. Finalement, il se retrouve dans un travail où il a du succès et il se retrouve vraiment pris entre deux eaux, qui est que bah, en se rognant un peu qui il arrive à obtenir de l'argent et de l'estime, alors que autour de lui, il y a des personnes qui le soutiennent depuis longtemps, qui lui disent non, il faut rester en groupe, il faut rester unis pour faire avancer les choses, et lui, il va choisir sa voie d'opportuniste, qui est de tracer sa voie tout seul dans ce monde du travail, avant que ça lui revienne en pleine gueule. J'aime beaucoup le monde du travail que ça dépeint. J'adore la façon dont il met en avant ses travers. Il y a une certaine efficacité, surtout quand tu as les dialogues de ses supérieurs en mode on est une grande famille et qu'ils ont tout ce truc de ouais, la famille s'agrandit, il faut qu'on pense ensemble. Et que la première question qu'ils posent, c'est ouais, mais du coup, est-ce qu'on va gagner plus d'argent? Ils sont en mode non, mais il faut penser en termes de famille. Ouais, je suis d'accord. Moi, honnêtement, ça m'insupporte quand j'ai des personnes pour qui je travaille qui font ça. Et Mm. aussi, ça parle bien de comment on a remplacé tous les mots, de dire tu dis plus employé. Moi, j'ai travaillé dans un cinéma et c'était pas des employés, c'était des collaborateurs. Au-dessus, c'était des chefs d'équipe, mais en fait, tout le monde est chef. T'avais directement le deuxième niveau, c'est chef. Ensuite, c'est directeur de chef. Ensuite, c'est directeur. En fait, tu vois qu'il y en a 4000 de directeurs. C'est juste que t'as un espèce de floutage comme ça. Et ça va jusqu'à, on se moquait un peu des annonces avec des amis. Une annonce Subway. C'est pour faire les sandwichs. Ils appelaient ça sandwich artiste. À quel point tu te fous de la gueule des gens. Et je trouve que ça parle un peu de ça quand justement lui il veut monter parce qu'il devient un bon télémarketeur. Et du coup, pour devenir un power caller. Un super vendeur. Ouais, Je crois que c'est comme ça que c'est sous-titré dans le film. Mais tu sens aussi sa montée en puissance, ça change énormément parce que de base, il vend des encyclopédies un peu partout et pour rien. Et dès qu'il monte, il se retrouve à vendre littéralement des armes et du sang. Parce qu'il y a une pub qui revient souvent à l'intérieur du film qui est que cette entreprise pour laquelle il travaille, en fait, met en place
des lieux où les gens peuvent travailler, mais auront également leur lit pour pouvoir dormir. Et c'est des petites pièces où il y a 4 lits, donc il peut y avoir toute la famille. Ils mettent ça en avant en disant, bah, regardez, si vous dormez tous au même endroit, vous faites des économies et tout. Et tu comprends qu'on les réduit un peu en esclavage pour profiter de leur force de travail. Et c'est très cool parce que ça met en avant, parmi les critiques du monde du travail, aussi cette société de consommation qui est prêt à bah, réduire en esclavage d'autres personnes juste pour avoir un produit légèrement moins cher. Et c'est quelque chose qui fonctionne d'autant plus, c'est pas un hasard si on parle d'esclavage, parce que tu as la question raciale qui est constamment sous-entendue dans le Ouais, tout à film. fait. Déjà, le fait qu'ils prennent une voix de blanc pour pouvoir vendre quelque chose, le fait que tu es le patron qui l'estime et qui lui demande de rapper, parce que bien évidemment, tous les noirs savent rapper, la façon dont il lui parle, c'est super intéressant sur ces questions-là. Surtout si tu mets en miroir avec sa copine qui, elle, est une artiste très engagée et qui fait plusieurs prestations dans le film qui sont très cool. En fait, le film arrive bien à faire le parallèle entre l'impérialisme américain et aussi l'impérialisme blanc et Mm. la lutte des classes, en fait. Et je trouve qu'il le met tout à fait en parallèle et de manière assez pertinente pour montrer qu'en fait, cette domination-là est en réalité une seule et même domination presque. Bah, il met en avant. Bah, j'aime bien le moment où il va voir sa copine alors qu'il est épuisé après avoir vendu des armes, enfin surtout avoir vendu indirectement des esclaves, enfin une force de travail, comme il dit. Et il va voir sa copine qui essaye de lui expliquer son art, qui est un art de révolte et de soulèvements sociaux qui est là pour bah, justement secouer. Et pendant qu'elle lui parle de l'importance de la vie, d'affronter le capitalisme, l'impérialisme et le patriarcat, lui, il est tellement claqué que la seule chose qui l'intéresse, bah, c'est de fumer le joint qu'elle tient dans la main plutôt que d'écouter bah, quelqu'un qui essaye de se battre pour ses droits. Et c'est drôle parce que je crois que dans le précédent film du coup qu'on a fait, La Vasse avec Bachir, je cite une citation, mais c'est une citation qui vient de ce film-là où en gros je crois que c'est Squeeze, donc, qui est joué par Steve Zahn et qui est le chef syndicaliste, qui ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens, si c'est vraiment affreux, ne se révoltent pas. Et c'est lui qui dit justement, quand tu as un problème et pas de solution, tu décides de t'en accommoder. Qui est une phrase terrible. Bah, c'est terrible et c'est vrai. Et d'ailleurs, lui, il s'en accommode assez bien, quoi. Et puis aussi parce il est fatigué, mais en fait, on voit que le confort le gangrène. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai pas forcément que j'ai envie de reprocher au film en tant que film, mais plus en termes de discours. Et tu vois, j'aurais bien aimé de voir que sa copine aussi, finalement, dans tout ce confort-là, se devient un petit peu moins radical, on va dire. Tu vois, Ah, j'aurais trouvé ça intéressant parce que elle est toujours contre lui et c'est ça qui va aussi le sauver en quelque sorte. Et d'ailleurs, je trouve que je sais pas trop ce que essaye de dire le film, le fait que il y a un peu ce truc-là de sa copine, elle dit ah bah si tu continues dans ce travail-là, je te quitte, etc. Elle le quitte pas tout au début, mais ensuite il y a comme une affaire entre les deux. Disons que ça leur couple bat un peu de l'aile avant de se rabibocher évidemment. Mais ouais, j'aurais trouvé ça intéressant de la voir un peu se complaire là-dedans aussi, tu vois. Mais c'est peut-être ça, c'est très personnel. bah, je trouve que c'est mieux que justement elle se révolte parce que même si elle profite du confort, c'est pas son confort qu'elle-même elle a gagné. Et vu que c'est une artiste et qu'elle aime C'est bien vrai. mettre en avant son indépendance, je pense que c'est quelque chose justement qui la maintient sur cette position un peu de révolte. Ouais, parce que pour préciser, peut-être pour ceux qui auraient pas vu le film, donc à un moment, va y avoir au sein des télémarketeurs des révoltes pour avoir un meilleur salaire, etc. Et donc lui, comme il est passé dans les power colors, bah, il va pas vraiment faire partie des révoltes, il va même pas vraiment s'y opposer, mais en tout cas un peu fermer les yeux là-dessus, quoi. Et donc il va, entre guillemets, trahir des amis qu'il aurait, euh, qu'il aurait pu avoir, il va trahir ses camarades. Ce qui me donne une scène que j'aime beaucoup, qui est l'engueulade entre lui et son meilleur Oui, pote. je pensais à ça Parce justement. que j'arrêtais pas de la citer en expliquant que le film était drôle, et il y a une scène où bah, ses camarades sont au pied du bâtiment, ils font grève. Lui essaye de rentrer, son meilleur pote s'interpose et il commence à s'insulter, mais c'est pas des insultes, c'est des menaces uniquement par des compliments, en espérant que l'autre ait une super journée, que l'autre ait une meilleure semaine, que l'autre ait un meilleur mois, que l'autre ait un meilleur mois, jusqu'à ce que tu aies Donald Clover qui arrive et qui les sépare en disant «Oh, on veut pas de ça dans le quartier, calmez-vous» et tout. Euh, pour rester sur le... Oui, c'est vrai.
Vas-y, enchaîne. Ouais, non, vas-y. Non, c'est cette scène, je la trouve drôle et pertinente. T'as aussi un Oui. peu ce truc de bien pensant, J'aime bien la enfin, façon dont ils de inversent lissage. justement la violence et de la rendre juste sous-entendue, mais Mhm. juste les rendre agressifs alors qu'ils font juste se complimenter. Non, j'allais enchaîner sur le casting. Oui, juste précision, t'as Vas-y. dit Donald Glover, mais c'est Danny Glover. Oui, Danny Clover. Oui, mais Ouais, pour les. voilà. Ouais. Bah, Danny Clover, du Ouais. coup, qui, je trouve, malheureusement, enfin, techniquement, il passe que deux trois têtes dans le film. Il aurait C'est pu dommage. Ouais. rester un peu plus. Et c'est quelqu'un que j'ai commencé à reconnaître, contrairement à beaucoup de personnes qui ont vu L'Arme Fatale, avec le premier Saw et Ah, c'est Predator 2. vrai. Après, on a l'équipe Stanfield, qui, du coup, bah, je crois qu'on l'a découvert tous les deux dans la série Atlanta de Donald Clover. Du coup, Childish Gambino Mhm. pour les intimes. Sa copine, elle est jouée par Tessa Thompson, qui bah, est surtout connue pour avoir joué dans Westworld, ou surtout de manière assez drôle dans le film Dear White People. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est aussi une comédie qui est une critique sociale et qui s'inspire d'un fait réel, qui est que dans une grande université d'Amérique, lors d'une fête, bah, tous les élèves blancs sont venus en blackface pour être déguisés comme Beyoncé et Kanye West. Et ce qui fait qu'elle était parfaite en fait pour jouer dans Sorry to Bother You vu qu'elle maîtrise déjà la critique sociale. Il y a Terry Crew qui joue l'oncle constamment en colère et c'est bizarre parce qu'on voit pas beaucoup ses muscles. Il y a Armie Hammer qui joue le super patron connard raciste. Ça c'était avant qu'il ait tous ses problèmes au cul. Et surtout ce que je n'avais pas tilté c'est que la voix parmi les doubleurs qui font les voix de blanc, t'as Patton Oswalt que j'aime beaucoup, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et surtout, dans Les Hommes ou Sport, l'un des leaders, c'est Forest Whitaker. Et ça m'a choqué. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Parce que t'as plein de noms, en fait, que tu ne vois pas à l'écran, mais qui sont présents et qui animent le truc. Oui. C'est David Cross qui fait la voix de Cassius Green. Oui. Non, c'est Enfin, la voix de l'homme blanc. Enfin, la voix blanche de la voix Cassius Green. blanche. Mais, euh, mais voilà. Tout à l'heure, j'ai évoqué, pour revenir un peu sur l'image, j'ai évoqué les références à Gondry. Pour moi, il y a deux moments où le film y fait référence. La première, c'est quand il change d'appart et que tu as un peu ce truc clipex. Et je me demande si t'as pas des références à Gondry, vu que Gondry a bossé dans le clip, tu sais, où il s'allonge sur son lit, mais qu'au tout autour de lui, tu as les meubles qui s'ouvrent, qui se transforment et qui font apparaître les nouveaux meubles et tout. C'est Et vrai. surtout le moment où ça ressemble le plus, et je me souviens quand j'avais vu au cinéma, j'avais eu un bug et j'ai dû attendre de le revoir en Blu-ray pour confirmer le truc, c'est quand son patron Armie Hammer veut lui expliquer en quoi les hommes ou sport vont être une force de travail incroyable, il lui montre un clip d'animation qui est réalisé dans le film par Michel Dongry et pas Gondry. Mais tu vois la Ah, référence, quoi. j'ai pas capté ça. Ok, la référence est beaucoup plus explicite Ouais, que ce qu'elle en a l'air, du coup. Ok. ouais, ils ont juste Ah, j'avais inversé pas. deux lettres et ils se sont dit Ah, ça c'est bien. passe. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, le clip, un clip pour dire, en gros, c'est un clip qui montre qu'ils vont transformer les humains en ce qu'on appelle, Des hommes pour ou le sport. podcast, les amours sport. En disant, mais ça va être super parce qu'on va pouvoir les exploiter et tout. Enfin, cette Ils séquence sont est de plus beaucoup en plus plus absurde. forts qu'un humain, ils peuvent travailler durant beaucoup plus longtemps, c'est l'avenir. Et j'aime beaucoup cette scène, je la trouve extrêmement drôle, où Ouais. Cassius tombe sur un homme au sport, il est terrifié, et son patron lui fait «Non mais attends, je vais te montrer la vidéo, ça va te calmer, ça va tout expliquer». Et la vidéo n'explique rien, et rend juste le truc pire. En fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que le film, il commence par une satire qui est la réalité, en fait. Ce truc-là des managers qui vont dire on est une famille et tout, et puis de la personne qui commence à être un peu aliénée par son travail, ça arrive, et puis qui va être de plus en plus absurde et de plus en plus horrible. Et au final, on s'habitue, en fait, tu vois, à la casserole qui bouillit et qui devient de Mm. plus en plus absurde. Et je trouve que c'est là où ça représente la réalité, ce qui revient à ce que tu disais, tu vois, on finit par s'accoutumer aux problèmes qu'on ne peut pas changer. Et c'est Ouais, ça que je trouvais intéressant. surtout que derrière, il se met en lanceur d'alerte pour faire attention, il veut transformer les gens en hommes au sport. Et les gens, ils font non, mais c'est un génie, en fait, il pense l'avenir et tout. Et je trouve que c'est un peu le truc que tu as indirectement avec Elon Musk, qui, lorsqu'il a des idées de merde, on se dit pas, c'est une idée de merde, on se dit non, mais c'est un génie et tout. Truc qui est De ouf. parfaitement bien parodié dans Glass Onion 2, justement, sur ce côté des personnes qui se pensent extrêmement brillantes alors qu'elles ne le sont pas forcément. Et puis, il y a un biais cognitif. En fait, il y a plusieurs biais. Déjà, il y a le biais Mm. cognitif d'aura. Oui. En gros, si on va te dire qu'une personne est, par exemple,
intelligente, méchante et, je sais pas, satirique, eh ben, vu qu'on t'a dit qu'elle est intelligente d'abord, tu vas te dire, ah oui, mais sa méchanceté, c'est normal. Et en fait, par rapport à ce que tu connais d'abord d'une personne, tu vas justifier tout le reste. Donc, quand les gens ont réussi, ou en tout cas, qu'on a l'impression qu'il a réussi, bah, on va plus leur pardonner, en fait. Après, le truc qui est intéressant Voilà. dans le film, c'est que bah, son patron, toujours Armie Hammer, en fait, c'est pas une. Enfin, j'ai dit qu'il était con, mais c'est pas tellement qu'il est con, c'est que lui, il veut faire des profits. Donc, dans sa vision, c'est logique que les hommes qui n'ont pas ben, son argent soient transformés en force de travail. Et ces forces de travail, s'il a, va jusqu'à transformer leur corps même pour en faire des hommes au sport. Et lui, il ne voit pas le problème de ça, parce qu'au final, ben, ça permet aux gens de plus travailler, pas de gagner plus d'argent, parce qu'en soi, il va les payer toujours pareil, mais de les rendre beaucoup plus efficaces dans leur travail. Il y a, moi, la séquence où on voit ces objets progressivement se transformer quand ils gagnent beaucoup plus d'argent et que du coup ils changent d'appartement. Oui. Elle m'a fait penser à la séquence dans Fight Club où on voit tous les objets et leur prix, etc. Et Mmh. du coup, je trouve que le film, il a un peu le même discours que Fight Club, mais en bien. Oula, Ah, tu je vas vais me devoir faire te des défendre ennemis, là, mais Louis. moi, je trouve que le discours de Fight Club est tellement de droite, désolé de le dire comme ça. Enfin, je sais, mais en fait, parce que dans Fight Club, il y a ce truc-là de deux gars qui sont en mode, enfin, deux gars. Ça, chacun sait, qui sont en mode la société de consommation, c'est de la merde et tout ça, c'est du consumérisme. Et je le trouve du coup pas du tout pertinent dans son discours qui est en mode il faut tout brûler et rien faire. Alors que là, le fait de voir quelqu'un s'accoutumer justement et faire des choses un petit peu horribles progressivement, petit à petit, en s'accoutumant justement à tous ces biens matériels, entre guillemets, à ces équipements et ce confort-là, bah, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent par rapport à ce que nous on vit. On s'accoutume tous au confort en fait. Et qu'est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au confort? Je trouve que c'est une question beaucoup plus intéressante que juste de dire qu'on est tous des consommateurs. Et plutôt que de taper l'individu, de parler du système de manière globale, quoi. Alors que Fight Club n'arrive pas à parler de la Ça, société, il parle juste des individus et les fait culpabiliser, je trouve. c'est intéressant parce que ça me fait penser, j'ai peut-être déjà dit dans l'émission, à ce que dit Ricky Gervais dans l'un de ses sketchs, où il explique que lui, le problème qu'il a, c'est que c'est pas tellement qu'il pourrait se débarrasser de son argent, c'est que de base, quand il voyageait, il prenait que de la seconde classe, et un jour, on lui a payé la première classe, et depuis, il a envie de ne voyager qu'en première classe. Et en fait, il explique que le problème, c'est le confort, parce qu'une fois que tu es habitué, c'est très dur de t'en défaire, et tu veux rester dans ce truc. Et c'est exactement le problème qu'a Cassius, c'est qu'il a obtenu un confort qu'il n'avait jamais eu jusqu'à présent. Je veux dire, la base, la porte de chez lui reste fermée, ce qui n'est pas le cas quand il vit chez son oncle où il y a des incidents où elle s'ouvre. Et le seul truc qui va le faire revenir à la réalité, c'est quand lui, finalement, qui pensait avoir atteint ce confort et cet espace à part, va être renvoyé à ce qu'il est en fait pour eux, c'est-à-dire juste une force de travail. Et l'autre truc que tu as dit, ça m'a fait penser au dernier épisode de South Park sur l'obésité, où en fait il parle de justement, t'as tout un discours à l'intérieur du film qui est de dire oui, non, mais c'est une question de volonté, avant qu'ils mettent en avant le fait que bah non, toutes les sociétés qui vendent du sucre veulent que tu en consommes et va faire en sorte que tu en manges et vont te mettre une pression sociale pour que tu en manges. Et c'est intéressant parce que justement tu as un peu ce recul sur le truc de te dire que bah, la volonté personnelle joue énormément, mais quand la société est contre toi, ça peut être très dur d'aller à contresens. Mm. Et là, c'est ce que bah, Cassius va se prendre dans la gueule, parce qu'au moment où il commence sa révolte, il va essayer d'aller sur la chaîne de télévision, que j'aime beaucoup la façon dont il traite les médias avec ce côté infotainment, information et divertissement. Et au final, c'est quand il va bah, se retrouver, enfin retourner dans sa communauté, c'est-à-dire l'étage d'où il est parti de travail, qu'il va réussir à gagner sa liberté et aider à faire avancer Moi, les ça m'a choses. fait penser un peu à un épisode de Black Mirror. Surtout celui où le Oui, gars il fait du vélo ou je sais plus quoi pour pouvoir participer à une émission et il commence oui. à se mettre le verre cassé en disant je vais m'étrangler et tout ça. Et puis en fait, ce truc-là de révolte devient du spectacle, Ah, quoi. voilà, c'est Daniel Kaluuya, qui est un acteur que j'aime beaucoup parce que c'est l'épisode qui a lancé sa carrière et c'est l'un des acteurs fétiches de Jordan Peele, qui est un de mes acteurs que j'aime le plus. Du coup, c'est l'acteur de Get Out et de Ah oui. Ah, c'est Nope. celui-là, ok, d'accord. Ouais, Oui, quand tu revois Black Mirror, ah, tu ok. fais oh mais Ouais, putain, mais c'est lui. j'avoue que j'avais pas. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu l'épisode, donc.
fait le lien. J'avais C'est parce pas que fait le quand je lien. me suis replongé dans sa filmographie, quand j'ai dû parler de Jordan Peele dans mon autre émission, waouh, Ouais. infidélité, retournement de situation. Du coup, je me suis replongé sur sa filmographie pour ce que j'aime bien voir d'où partent les acteurs, et je me suis rendu compte que c'était là-dedans que j'avais vu la toute première fois. Et depuis, ben, Jordan Peele, Black Panther, une belle carrière, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est vrai que c'est bizarre parce que j'arrive pas à associer le fait que, je sais pas si on pourra couper ça au montage ou si c'est intéressant, mais en fait, quand je vois Tu verras. quelqu'un dans une série, bah, je vais plus oublier son visage et je vais pas me dire qu'on peut le retrouver dans des films, comme si dans ma tête les deux enfin, tu sais, il y a une frontière entre les Ouais, deux. les deux En fait. étaient séparés. Ouais, C'est deux univers univers distincts, tu vois. totalement hermétiques. Et, Alors que moi, ce qui me fait rire, c'est quand je vois un acteur anglais jouer sur une pièce de théâtre. En fait, quand je vois un acteur jouer sur une pièce de théâtre, je me dis automatiquement, il est anglais. Parce que pour moi, dans le monde britannique, bah, t'es obligé de passer par le théâtre pour être dans une série ou dans un film. Et du coup, il y a des acteurs dont j'oublie qu'ils sont anglais, comme Daniel Radcliffe. Et d'un coup, je les vois jouer une pièce de théâtre et je me dis, ah mais putain, c'est vrai qu'il est anglais. Je reviens sur la scène où justement Cassius se rend compte un peu qui est en train de se faire avoir par le système. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est justement quand dans cette espèce de soirée mondaine, un peu où il lui demande justement de chanter, de rapper simplement parce qu'il est noir et qui chante juste un refrain avec le N-word, donc je vais pas le prononcer là. And shit. Et and shit, ouais, N-World and shit, etc. Ils sont en mode, waouh, c'est incroyable et tout, alors qu'au début, tu sens qu'il arrive pas du tout à rapper quand il essaye de faire un texte Ouais. et juste en récupérant. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que sa condition de travailleur lui est aussi rappelée par sa couleur de peau. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si le fait qu'on lui rappelle sa couleur de peau, c'est ça qui le sauve presque de l'aliénation. Bah, c'est littéralement ça qui va le sauver parce que, indirectement, oui, parce que le fait que tu aies des héros noirs et des personnes noires qui l'entourent et qui lui demandent de garder normalement soit voix blanche quand il est à l'étage ou quand il est à côté de lui, mais ça marche d'autant plus au moment où il lui présente les Hormones Sport et qu'il lui fait moi, j'ai besoin que tu les rejoignes, j'ai besoin que tu sois mon Martin Luther King. Et t'as vraiment ce truc, bah, Oui. il aurait pu juste être leur Jésus, tu vois, ou leur Moïse, et en fait, t'as vraiment, bah, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un film qui va pas te pointer du doigt en disant ah ils sont racistes, c'est juste qu'ils vont te mettre en avant plein de petits trucs qui sont problématiques et que même eux ils tiltent au tout début quand Danny Glover lui fait ah mais tu devrais utiliser ta voix de blanc, il est en mode bah mec c'est bizarre, et quand il commence à l'utiliser à fonctionner, bah ça le dérange plus beaucoup, et même quand il a besoin de parler au bras droit du patron, il essaye de lui parler en tant que entre guillemets frère, vu qu'ils sont tous les deux noirs, et en fait il arrête sa voix de blanc et c'est lui qui fait non non il faut parler avec ta voix de blanc. Et voilà, c'est plein de petits points comme ça qui le renvoient à sa couleur de peau, et c'est littéralement ça qui le fait, qui le sauve en fait. Enfin, qui le sauve. C'est ça qui lui fait un renvoi dur à la réalité. Le fait que pour eux, il n'est pas spécial, il est juste comme les autres. L'aliénation marginale, parce que l'aliénation, c'est quoi? J'ai la définition, je vais la lire. C'est la situation où quelqu'un qui est dépossédé de ce qui constitue son être essentiel. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir cette évolution-là, justement, où il finit par accepter d'utiliser en permanence sa voix de blanc, qui est en fait comme une blague, mais qui est en fait l'élément central, clé et politique du film. Et ce que tu dis sur l'aliénation, ça marche d'autant plus parce que de base, il est dépossédé de sa voix, mais tout à la fin, il est dépossédé de son image parce qu'il devient juste un gag du mec sur qui on a jeté une canette et qui tourne sur les réseaux sociaux. Donc il est dépossédé absolument de tout. C'est vrai. D'ailleurs, dans la scène d'intervention des hommes ours sport, ça c'est vraiment le truc anecdotique, je trouve qu'il y a un petit côté Tortue Ninja parce qu'il débarque dans l'obscurité. Il y en a un qui utilise un bâton comme... Eh ben, j'ai pas révisé le nom de mes Tortues Ninja comme Léonard. J'ai merdé sur les tortues... Enfin, j'ai pas révisé mes Tortues Ninja. Louis, est-ce que tu peux me redonner la liste? Alors, avec la liste, il y a Leonardo d'abord, qui a le bandeau bleu Et les épées. et qui est un peu le chef et qui a les épées. Ouais. T'as Raphaël, Voilà. du coup, pourquoi pas Raffaello, Avec je sais les pas. saïs. Enfin, les kunai. Lui, avec les Ah, c'est des saïs. kunai. C'est des C'est saïs, des voilà. saïs, ok. Voilà. T'as Donatello, Ok. qui a les violets, Ok, qui a le bandeau bâton. violet C'est lui qui et est qui joué a de référence. le bâton, Et le qui s'appelle dernier un beau. Et t'as Michelangelo, Voilà, Michelangelo. qui du coup, lui, est le Orange avec les orange et nunchakus. qui utilise les nunchaku.
Ok. Voilà. Et bah du coup à la fin, quand tu te retrouves dans cette ambiance de nuit avec la manifestation qui a dégénéré et les policiers qui sont dans la corps joie de taper sur les manifestations, sur les manifestants qui ont plus de droits, le fait que tes hommes ou sport qui débarquent un peu en sortant de l'obscurité et qui leur tabassent la gueule pour les aider, je trouve qu'il y a un petit côté Tortue Ninja, mais ceux des comics quoi, en avant. Mais j'aime bien le monde. Vraiment, le monde social qui décrit, sans parler trop du travail, c'est que vraiment l'équipe, enfin Cassius, c'est notre protagoniste et le fait de le rendre opportuniste alors qu'il est entouré de sa copine qui est une artiste engagée assez protéiforme, de Squeeze qui est un syndicaliste qui est très drôle quand tu apprends qu'il vient d'une autre région où il a déjà monté un syndicat, il a un peu ce truc de je vais de région en région pour créer des syndicats et j'aime bien parce qu'en fait la base ouvrière que tu as, c'est vraiment une base avec surtout des minorités. C'est une base qui est fluide parce qu'ils sont quand même potes avec des footballeurs américains, alors que généralement, comme dans le film, tu aimais juste con. Et en fait, c'est pour te montrer que tu as toute une population qui est au même niveau, contrairement à d'autres personnes sur lesquelles ils vont s'enrichir sur cette population et que au final, quand tu exposes le fait que ces personnes sont des monstres, une partie de la population t'explique que non, ce sont nos sauveurs et ça, c'est problématique. Et le film fonctionne vraiment en deux parties, c'est-à-dire sa montée en super vendeur et la deuxième partie où finalement, ce qui est drôle parce que c'est un peu t'as un peu un double all is lost, c'est-à-dire qu'il perd sa copine, il est au fond du trou, mais il est quand même extrêmement riche. Et la deuxième fois que ça arrive, c'est quand son patron raciste lui fait la proposition de devenir cet amour sport Martin Luther King et qui perd absolument tout. Et enfin, plus la fin avance, moins le film, enfin, s'il reste comique, mais c'est vraiment la dernière partie avec les hommes au sport où tu sens, je sais pas s'il leur manque de l'argent, mais tu sens qu'ils savent pas trop comment le terminer. Et c'est ce que je reproche, c'est qu'au niveau du montage, ça se voit beaucoup parce qu'il coupe énormément. T'as toute une scène où Cassius tombe dans les pommes, le temps s'est écoulé et c'est très bizarre, mais c'est un film que j'aime énormément. Je crois que doit être dans le top 3 des films de 2019. Le premier étant Les Misérables de Lady G, donc c'était une année très sociale dans mes films. Mais je suis content de te l'avoir fait découvrir et de me rendre compte que Ouais, je suis pas juste tout seul à l'aimer, que c'est vraiment un bon film. En fait, non, mais je trouve que c'est un bon film, mais c'est vrai que je suis surpris qu'il ait pas bien marché, quoi, parce que c'est quand même un film assez accessible, drôle, enfin, Après, il est sorti durant... que je peux recommander avec plaisir, quoi. Eh bien, j'espère qu'on ne vous a pas dérangé avec notre avis sur Sorry to Bother You. Merci Damien de m'avoir fait découvrir ce film. De rien. Tu veux que je refasse avec ma voix de blanc? Ah, c'était pas déjà ta voix de blanc? N'hésitez pas à retrouver tous les épisodes de Projection perdus sur Deezer, YouTube ou Spotify. On vous embrasse et à la prochaine. À la prochaine, les gens. Bon, Louis, tu sais ce qu'on fait pour cet été? On fait quelque chose de très très chaud, ouais.